Madame, Messieurs, bonsoir. Vous regardez la rétrospective de l'actualité sur A12 Télévision. IBK réélu au Mali. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu avec 61,17% des voix contre 32,83% pour son opposant. Les résultats du second tour des élections ont été proclamés cette semaine par le ministre de l'administration territoriale. IBK est donc réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête du pays, malgré un premier bilan en demi-teinte, il faut le dire. Quelques centaines de partisans de l'opposant Soumaïla Cissé ont manifesté dans les rues de Bamako pour protester contre les résultats de cette élection. Le camp Cissé accuse Keïta de fraude massive lors du scrutin. Je vous propose de suivre quelques réactions. Vraiment, on ne veut pas qu'on touche notre victoire. La victoire nous appartient. On a gagné, on a gagné. Il faut que le président sortant, il arrête. On ne veut pas la violence, on veut la paix. Il a été pas dit. On a gagné partout au Mali. Mais il a bourré des urnes au nord du Mali. Ça fait honte de voir l'image du président sortant comme ça. On va marcher, on va montrer tout le monde que nous sommes des démocrates républicains. On ne fait pas la violence, on n'aime pas la violence. On a gagné et puis c'est tout. À voler les votes, on va manifester. Parce qu'on a voté pour M. Soumaïla Cissé, ils ont volé. Donc s'ils ont volé, nous aussi, on a les droits et les devoirs de manifester, ce qui nous appartient. En Côte d'Ivoire, les candidatures pour les élections municipales et régionales se sont ouvertes cette semaine à la CEI, la Commission électorale indépendante. Pour l'instant, pas grande affluence. C'est au compte-gouttes que les agents de la CEI reçoivent les candidats ou leurs représentants avides d'information et de précision. Quant à la constitution des dossiers, Siaka Kone visite ces installations de fortune dans les locaux de la Commission électorale indépendante. Une vingtaine de box destinées à recevoir d'éventuels visiteurs. Des piles de documents disponibles attendent les candidats ou même leurs représentants respectifs. Pour l'heure, ce n'est pas la grande affluence. Les agents de la CEI présents sont tenus par le silence vis-à-vis des médias. Leur mission, pour l'instant, est de recevoir les dossiers physiques des candidats et de mieux informer les intéressés sur les conditions relatives à ces élections couplées. Ici, le vice-président de la CEI, Kone Sourou, précise le processus de traitement des dossiers des candidatures. Ici, c'est le dossier qu'on dépose et c'est réceptionné par nos collaborateurs. Ensuite, les dossiers sont envoyés dans des commissions qui vont alors analyser. Ici, c'est les pièces, on regarde. Ils ne regardent pas le détail de la pièce, ils regardent la pièce, si elle existe, et si la date des 3 mois est respectée. Et ils rassemblent tout ça, ça va être traité dans une cellule informatique qui se trouve à l'intérieur. Il va scanner toutes les pièces du dossier et le dossier va être ensuite envoyé dans une commission. Et c'est au niveau de la commission qui comprend exclusivement les commissaires centraux que l'analyse du dossier va se faire. Pièce par pièce, on regarde dans les détails. Si toutes les personnes qui sont sur la liste et dans le dossier sont inscrites sur la liste électorale, s'il n'y a pas des gens d'une même famille là-dedans, parce que 2 personnes d'une même famille ne peuvent pas se retrouver sur une liste de candidatures, c'est tous ces éléments que nous allons regarder. Et c'est en ce moment qu'on peut parler d'acceptation du dossier. Alors cette opération démarre aujourd'hui et c'est pour ça que je vous remercie d'être là aujourd'hui et se termine le 29. Je dis bien le 29, il n'y aura pas un jour de plus. Pour ces premières journées, les agents de la CEI se tournent le pouce. Chacun prend ses quartiers selon sa convenance. La présence de ce potentiel candidat expose les occupants de ce box à une sorte d'interrogatoire sans fin. Il n'y a pas d'affluence. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas d'affluence parce qu'il y a un flou. Dr Guy Lambert tient à lever tout équivoque, quitte à retourner sur ses pas pour une reconstitution de ces dossiers avant la date limite de dépôt fixée au 29 août prochain. 2 équipes de football qui veulent jouer et une équipe décide qu'on change l'arbitre. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a problème. Sinon, quand on dit aujourd'hui il y a un match de football, ça se joue sur tel terrain, les équipes viennent jouer. C'est à la FIFA ou bien à la CAF de dire que tel arbitre est ceci et cela, mais une équipe n'a pas le droit de juger l'arbitre. Ça, c'est du pipeau, ça. Moi, je suis venu déposer ma candidature. Ce manque d'influence en ce moment serait dû à une simple odeur au niveau des états-majors, disposant encore d'une dizaine de jours
ou même à la récrimination de ceux souhaitant une reconstitution de la CEI pour des élections plus transparentes. Attendons de voir. Et pendant que se préparent les législatives en Côte d'Ivoire, au Cambodge, les résultats des législatives sont désormais connus et c'est le parti de Hun Sen qui a remporté l'ensemble des sièges au Parlement, une victoire qui va permettre au Premier ministre au pouvoir depuis 1985 de gouverner encore au moins 5 ans sous le regard de son puissant allié la Chine. Le récit de Mohamed Koulibaly. L'homme fort du royaume, au pouvoir depuis déjà 33 ans, doit être reconduit le 6 septembre prochain pour 5 ans à la tête du pays par la nouvelle Assemblée législative. Il formera son gouvernement dans la foulée. Hun Sen et le Parti du peuple cambodgien PPC a reçu 76,85% des suffrages et remporté l'ensemble des 125 sièges du Parlement. Au final, quelques 6,9 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes sur les 8,3 millions inscrits. 600 000 bulletins dégradés ont toutefois dû être invalidés d'après la commission électorale. Le Parti du sauvetage national du Cambodge, CNRP, qui avait raflé 44% des suffrages aux législatives de 2013, était le seul à pouvoir rivaliser avec le PPC. Mais il a été dissous en novembre 2017 et son président Kem Sokha, accusé d'avoir voulu renverser le gouvernement avec la complicité des États-Unis, a été emprisonné. Sam Rainsy, le fondateur du CNRP, avait appelé au boycott du scrutin depuis la France, où il s'est exilé pour échapper à la prison. Musulman de l'opposition, de la presse, de la société civile, le royaume a subi une campagne méthodique du gouvernement cambodgien visant à verrouiller totalement l'espace démocratique et à amener le pays vers une dictature absolue. Par ailleurs, les États-Unis et l'Europe ont fait part de leur inquiétude à l'issue du scrutin, qualifié par Washington de revers le plus cinglant à la démocratie cambodgienne. Mais Hun Sen pourra toujours compter sur son fidèle allié chinois, qui a investi plus de 4,5 milliards de dollars ces 5 dernières années dans le royaume et est devenu son principal partenaire commercial. Avec ce nouveau mandat de 5 ans, Hun Sen a désormais le champ libre. L'ex-Khmer rouge, qui a toujours minimisé son rôle au sein du mouvement ultra-maoïste, a placé ses 3 fils à des postes clés au sein du parti et de l'armée. En bref et en images, le président nigérien Mahamadou Issoufou a rencontré Angela Merkel à Berlin. La question migratoire était au cœur des échanges entre les deux dirigeants puisque le Niger est le seul pays africain à avoir accepté la présence d'un centre de réfugiés sur son sol. Lors de la tournée africaine en octobre 2016, la chancelière allemande avait promis une aide de 27 millions d'euros, 10 millions destinés à renforcer la sécurité et le contrôle des frontières et 17 millions pour le développement de la région d'Agadez dans le nord du Niger. Les deux dirigeants ont aussi évoqué la coopération économique entre les deux pays. Toujours en rapport avec la politique, le Parti brésilien des travailleurs a déposé cette semaine la candidature de son chef historique emprisonné, Lula, à la course à la présidentielle d'octobre prochain, prenant ainsi un pari politique très risqué et mettant au défi le pouvoir. Les précisions avec Edapi et Mohamed Koulibaly. C'est officiel, Lula est le candidat du Parti des travailleurs à la présidence de la République. Le parti se réjouit et se dit que la candidature de l'icône de la gauche brésilienne ne pourrait être que toute symbolique. La présidente du PT, Gleisi Hoffmann, a exhibé le document attestant du dépôt de la candidature quelques heures avant l'expiration du délai légal où elle a exprimé sa joie devant quelques 10 000 militants de gauche. Venir ici et avoir ce document entre nos mains est une immense victoire. Ce n'est pas notre victoire. Ce n'est pas une victoire pour le Parti des travailleurs, pour Lula. C'est une victoire pour le peuple brésilien. C'est une victoire pour ceux qui croient à la justice sociale, pour ceux qui croient à un Brésil meilleur. Il est très probable, en effet, que le TSE rejette la candidature de Lula, qui reste l'immense favori des sondages, tout en ayant commencé à purger en avril dernier une peine de plus de 12 ans de prison pour corruption et blanchissement d'argent. Car une loi stipule en effet l'inéligibilité de toute personne ayant été condamnée en appel, ce qui est le cas de celui qui fut 2 fois chef de l'État de 2003 à 2010 et emprisonné à Cultiriba. Lula, qui avait quitté le pouvoir avec un taux record de popularité, clame son innocence et se dit victime d'une persécution politique destinée à l'empêcher de se présenter à son 3e mandat. Le PT a déjà été laminé par la destitution en 2016 de Dilma Rousseff, qui avait succédé à Lula à la présidence, et par des municipales catastrophiques. Rappelons que Lula a été condamné pour avoir reçu un triplex d'un groupe de BTP en échange de sa médiation des contrats avec le groupe public Petrobras. Il fait face par ailleurs à 5 autres procédures légales, essentiellement pour corruption, pour lesquelles il clame également son innocence.
Et après le Brésil, l'Argentine, où l'ancienne présidente Cristina Kirchner a comparu devant le tribunal de Comodoro-Pi, elle est soupçonnée d'avoir été à la tête lors de son mandat d'un système de corruption dans le secteur des travaux publics. Siaka Kone. L'accusation porte sur 160 millions de dollars de pots de vin versés par des entreprises à l'administration Kirchner entre 2005 et 2015. Convoquée par le juge Claudio Bonaldio, Mme Kirchner s'est rendue ce lundi matin au tribunal de Comodoro-Pi à Buenos Aires. Elle a déposé une déclaration écrite au bureau du juge d'instruction. Cristina Kirchner recuse le juge Claudio Bonaldio, le traitant d'être à la solde du pouvoir. Toujours selon l'ancienne présidente argentine, il lui est fabriqué depuis le 15 décembre 2015 6 affaires pénales et toutes à Comodoro-Pi. Sur les 6, 5 sont instruites par le même juge. Autre accusation rejetée par Kirchner, celle relative à son défunt mari, Nestor Kirchner, président de 2003 à 2007, accusé d'avoir créé le système de caractérisation des travaux publics à partir du 25 mai 2003, date de son arrivée au pouvoir dans un pays dont le président est Mauricio Macri, fils de Franco, cousin germain de l'actuel président. Dans le cadre des cahiers de la corruption, 8 fonctionnaires du ministère de la Planification ont été interpellés et plus d'une dizaine de chefs d'entreprise arrêtés. La corruption sur les Kirchner n'est pas une nouveauté, mais c'est la première fois que la justice prend des mesures contre des patrons de grandes entreprises. Mme Kirchner y voit une nouvelle stratégie régionale pour proscrire dirigeants, mouvements et forces politiques qui ont permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté et leur ont donné des droits durant les 15 premières années du XXIe siècle. En Colombie, James Zuluaga, un des militants des droits humains les plus menacés de Colombie, est muni d'un dispositif d'alarme et doit porter quotidiennement un gilet anti-balles après ses dénonciations de corruption policière dans un des quartiers les plus dangereux de Medellín. Les précisions de Mamad Djedri. James est menacé de mort depuis longtemps après ses dénonciations de corruption policière dans un quartier les plus dangereux de Medellín. Il a été doté d'un téléphone portable, d'un gilet anti-balles, puis d'un dispositif d'alarme. Mais aujourd'hui, ce militant des droits humains, âgé de 30 ans et père d'une fille de 9 ans, ne dispose plus que du gilet anti-balles que lui a remis il y a 3 ans par l'Unité nationale de protection. Il y a une forte présence de groupes armés ici, mais en dehors de cela, les personnes qui sont censées prendre soin de nous sont la police. Mais apparemment, beaucoup de policiers sont liés à des groupes armés. Alors les gens ont peur de dire quoi que ce soit. Ils ne se sentent pas soutenus par l'État. James Zuluaga est l'un des militants des droits humains les plus menacés de Colombie. Depuis 2016 jusqu'au 1er août dernier, 336 activistes comme lui ont été assassinés, dont un tous les 3 jours. Selon les défenseurs du peuple, organisme public chargé de la protection des droits, les autorités colombiennes se sont engagées à améliorer leur protection avec l'armée, des programmes de sécurité collective et en augmentant leur budget, des mesures de protection individuelle. Le fléau de marcher avec un gilet est très compliqué car les gens vous voient avec un gilet et ils s'interrogent. Ils ont peur. Beaucoup d'entreprises vous ferment la porte parce qu'ils pensent que vous allez les mettre à risque. James vit avec sa mère dans une modeste maisonnette. Les menaces l'ont contrainte à se déplacer d'un quartier à l'autre de Medellín, deuxième ville du pays, chef-lieu du département Antioquia, au nord-ouest. La violence lui a déjà pris 2 frères et 2 neveux. Cette année, les homicides ont augmenté de 96%, de 26 à 51 cas, comparé aux 8 premiers mois de 2017, selon le système municipal d'information pour la sécurité et la cohabitation. James estime que, derrière ces chiffres, il y a l'importante présence de groupes armés et parmi les personnes susceptibles de protéger, dont la police, beaucoup leur sont liés. Plusieurs actes de criminalité sont donc perpétrés en Colombie pendant qu'une série de meurtres et la présence de plus en plus visible de bandes criminelles alarment les camps Rohingyas au Bangladesh où la police peine à assurer l'ordre au milieu d'1 million de réfugiés. Edapi Karel Dablé. La région de Cox's Bazar, dans le sud du Bangladesh, limitrophe de Birmanie, connaît de longues dates de trafic de drogue et d'êtres humains. Mais la situation s'est dégradée à la suite de l'arrivée de Birmanie de 700 000 membres de la minorité musulmane Rohingya l'année dernière, fuyant une épuration ethnique menée par l'armée birmane. Ce fléau s'est intensifié cette même année
Selon le vice-directeur de la police de Cox's Bazar, les groupes criminels ont profité de l'océan de misère et de désespoir pour estorquer énormément d'argent aux nouveaux réfugiés contre un emplacement, un toit ou de la nourriture. La police de Cox's Bazar attribue cette montée de violence à des règlements de compte et lutte de pouvoir entre différentes factions rohingyas. On a déjà déployé des forces à l'intérieur des camps et nos forces travaillent 24 heures sur 24. On a un véhicule de patrouille de police, des policiers patrouillant à pied et des agents de renseignement ont aussi été déployés. Certains réfugiés menacés de mort ou d'enlèvement font appel à la police, mais selon ces derniers, celle-ci n'arrive que quand les criminels sont partis. La famille de Runa Akhter, jeune fille de 16 ans dont le père et un proche ont disparu en juillet dernier, vit aujourd'hui dans la peur de nouveaux enlèvements. Oui, on a peur. On ne sait pas où mon père a été emmené. Ma famille reçoit des menaces en permanence. On est particulièrement inquiet pour mon frère aîné. Ils ont menacé de l'enlever et de le tuer. Des centaines de Rohingyas ont été arrêtés par les forces de l'ordre pour des chefs d'accusation allant du trafic de drogue au viol, de la possession d'armes au meurtre. Faire respecter la loi dans ce gigantesque labyrinthe grouillant de monde, où les possibilités de se cacher sont infinies, paraît comme étant un défi insurmontable. Selon les enquêteurs, certains réfugiés sont de mèche avec des réseaux de trafiquants. Ils leur vendraient des filles et des femmes destinées à la prostitution ou encore recruteraient des passeurs pour le transport de méthamphétamine en provenance de Birmanie. Un millier de policiers bangladais sont censés assurer la sécurité de ces bidonvilles qui s'étendent à perte de vue sur des collines déboisées dans le ventre desquelles au moins 21 personnes ont été assassinées ces derniers mois. À côté de ces infractions criminelles, l'on note que les plus répandues aujourd'hui en termes d'infractions ont pour objet l'ordinateur. Pour lutter contre la cybercriminalité, le secrétaire américain à la défense James Mattis, lors de la 3e étape d'une tournée en Amérique latine, a signé un nouvel accord de coopération avec le Chili en matière de cybersécurité. Fatim Touré, Teddy Djaniali. Le Chili et les États-Unis ont convenu de coopérer sur la cybersécurité dans le cadre de la visite à Santiago du secrétaire américain à la défense James Mattis, qui a servi à approfondir les liens entre les forces armées des deux pays. La déclaration commune que nous avons signée aujourd'hui renforcera nos coopérations en matière de défense, en particulier en ce qui concerne la cyberopération et la protection du cyberespace chilien. Cet accord reconnaît les menaces qui pèsent aujourd'hui sur toutes nos démocraties dans ce domaine contesté et notre détermination à y faire face ensemble. La cybersécurité, comme l'a reconnu le président chilien Sebastián Piñera, est un talon d'Achille pour les pays de la région. Nous voulons que cette relation privilégiée avec les États-Unis non seulement soit maintenue, mais nous voulons aussi la renforcer, l'étendre pour faire face à nos défis de nouvelles missions. Piñera a tenu ses propos après avoir rencontré le secrétaire américain de la Défense, Mattis, au palais présidentiel de la Moneda à Santiago. Il s'est notamment arrêté au Brésil, en Argentine et en Colombie. En plus de discuter des problèmes du continent, le président chilien a souligné l'unité des deux pays, a collaboré avec l'Amérique centrale et les Caraïbes pendant les saisons des ouragans et d'autres catastrophes naturelles où les forces armées servent de soutien aux victimes. Et à présent, un an après les incidents meurtriers de Charlottesville, manifestants antiracistes et néo-nazis se sont retrouvés cette semaine devant la Maison-Blanche à Washington. Objectif, dénoncer le racisme qui prend de l'ampleur depuis l'arrivée de Donald Trump, selon les antiracistes, et exprimer leur forme d'approbation quant à la suprématie blanche en ce qui concerne les néo-nazis. Le récit de Siaka Koni. Devant la Maison-Blanche ce dimanche, une poignée de néo-nazis favorables au racisme qui prend de l'ampleur aux États-Unis, parmi eux Jason Kessler, l'organisateur de l'événement qui entend mettre au pas les médias sur la question de la race dans ce pays. Les médias doivent se rendre compte de la façon dont ils travaillent sur le sujet de la race. Arrêtez de faire ce récit bidon sur cette épidémie de racisme quand il n'en a pas. Vous l'inventez
pour financer le SPL et l'ADL afin qu'ils puissent réprimer le discours des citoyens américains. Face à eux, des centaines de comptes manifestants, dont des antifastes, qui brandissent des pancartes réfutant le nazisme, le Ku Klux Klan et l'antifasciste. On est ici pour dire non à la haine, pour dire non à la déportation, pour dire que les vies noires et brunes sont aussi importantes ici aux États-Unis et que nous, rassemblés ici, n'épouserons pas la cause de la suprématie blanche. Nous ne sommes pas d'accord avec le nationalisme blanc parce que ce n'est pas sur cette base qu'a été fondé notre pays. À noter que l'initiateur de la manifestation de l'an dernier, Jason Kessler, a demandé à défiler à nouveau à Charlottesville, mais la municipalité a refusé. La petite cité de Virginie, située à moins de 200 km au sud de Washington, ne voulait pas revivre les événements du 12 août 2017. Après une manifestation pour protester contre le projet de la municipalité de déboulonner une statue du général confédéré Robert Lee, des heurts avaient éclaté entre suprémacistes blancs et contre-manifestants. Un sympathisant néo-nazi avait alors foncé en voiture dans une foule de manifestants antiracistes, tuant une jeune femme de 32 ans et faisant 19 blessés. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a défendu son projet de force de l'espace en pointant du doigt la Chine à l'occasion de la signature du budget 2019 du Pentagone d'un montant record de 716 milliards de dollars. Les précisions de Yedapi et Mohamed Koulibaly. Au cours d'une cérémonie de signature sur la base militaire de Fort Drum, dans l'État de New York, le président américain Donald Trump a indiqué que la loi de financement donnera aux militaires américains la puissance de feu dont ils ont besoin pour gagner n'importe quel conflit rapidement et de façon décisive. Il a aussi ajouté que les soldats américains méritent les outils, l'équipement et les ressources qu'ils ont gagnés par le sang, la sueur et les larmes. Nous pensons que nos soldats méritent les outils, l'équipement et les ressources qu'ils ont gagnés par le sang, la sueur et les larmes. Dans un instant, en l'honneur de cette obligation sacrée, je vais signer le budget 2019 du Pentagone, National Defense Authorization. Cette loi de finances donnera aux militaires américains la puissance de feu dont ils ont besoin pour gagner n'importe quel conflit rapidement et de façon décisive. Cette loi de financement devrait débloquer 69 milliards de dollars pour les opérations extérieures en cours. Afghanistan, Syrie, Irak, Somalie et bien d'autres, et prévoit une augmentation de 2,6% des salaires des membres des forces armées, autorise des dizaines de milliards d'investissements dans la modernisation de la Navy, de l'US Air Force et des missiles de défense des États-Unis. Quant à la force de l'espace dont M. Trump veut faire la 6e branche des forces armées, elle nécessitera un financement complémentaire que le Congrès devra approuver. Selon le président américain, cette force permettra aux États-Unis de rattraper leurs adversaires qui ont déjà commencé à armer l'espace. Nos concurrents étrangers et adversaires ont déjà commencé à armer l'espace. En développant des technologies qui perturbent les communications vitales, aveuglent les satellites, on m'a donné la liste. J'ai vu des choses que vous ne voudriez pas voir sur ce qu'ils font et leur avancée. On les rattrapera très vite. Donald Trump a indiqué que la Chine a lancé une nouvelle division de ses forces armées pour superviser ses programmes militaires dans l'espace. Quant à la force spatiale de la Russie, elle n'a pas été mentionnée par le président américain, bien qu'elle existe déjà depuis plusieurs années. Parlant à présent des relations entre les États-Unis et la Turquie qui ne cessent de se dégrader, le président turc Tayyip Erdogan a annoncé que la Turquie boycotterait les appareils électroniques, lançant ainsi un appel d'assaut contre les États-Unis sur de fortes tensions bilatérales qui ont mis sous pression la livre turque. Astou connaît Mamad Jedri. La crise diplomatique entre Ankara et Washington, deux alliés au sein de l'OTAN, a provoqué ces derniers jours un effondrement de la livre turque qui reprenait toutefois quelques couleurs hier mardi. Malgré les déclarations virulentes de M. Erdogan à l'endroit des États-Unis, le président Donald Trump a ensuite annoncé vendredi dernier le doublement des taxes à l'importation de l'acier et de l'aluminium turc. L'iPhone est l'appareil téléphonique phare de la marque américaine Apple et Samsung est le géant de l'électronique sud-coréen. En juillet 2016, lors de la tentative de coup d'État, M. Erdogan a lancé un appel à ses partisans via l'application téléphonique FaceTime, une application développée par Apple. Par ailleurs, le ministre turc des Finances Berat Albayrak, le gendre de M. Erdogan,
doit s'entretenir avec plusieurs investisseurs étrangers le jeudi 16 août prochain par téléconférence. Outre ces problèmes diplomatiques, les économistes s'inquiètent de la mainmise sur l'économie de M. Erdogan qui s'est renforcée après sa réélection en juin dernier. Rappelons que cette crise entre Washington et Ankara a été provoquée par la détention pendant 1 an et demi puis l'assignation à résidence fin juillet du pasteur américain Andrew Brunson. L'annonce des sanctions des États-Unis contre la Turquie a fait s'effondrer la devise turque et cela se ressent désormais sur les prix des produits de première nécessité. La Turquie est en pleine tourmente économique sous fond de crise diplomatique avec les États-Unis. Chaque année, hors période du pèlerinage de l'Abrahim, le plus important rassemblement chiite, 1,5 million de musulmans, viennent s'y recueillir. Mais cette année, ce chiffre pourrait s'effondrer comme le cours de la monnaie iranienne, qui a perdu près de 2/3 de sa valeur en 6 mois. Car il y a une semaine, les États-Unis ont rétabli une première série de sanctions visant les transactions financières et les importations de matières premières de l'Iran. En novembre prochain, d'autres sanctions affecteront les hydrocarbures et la Banque centrale. Le 1er janvier 2018, il suffisait de 42 900 rials pour $1 et aujourd'hui, il en faut près de 120 000 sur le marché parallèle. Or, pour traverser la frontière et se rendre en Irak, les touristes doivent se munir de billets verts, c'est-à-dire le dollar. Les sanctions surpèsent le peuple iranien et les pèlerins. Le nombre de visiteurs voyagent en Irak est très faible. Et ces derniers jours, nous avons remarqué que beaucoup d'entre eux avaient annulé leurs réservations d'hôtel. Plusieurs réservations d'hôtels ont été annulées et le nombre de pèlerins à Naraf est très faible. Les touristes religieux doivent acheter leurs dollars au taux du marché libre et le prix du dollar aujourd'hui n'est pas stable et n'est pas soutenu par le gouvernement. À l'aéroport de Naraf, où chaque jour 35 vols relient les deux pays voisins, les départs ne se font plus que dans un sens quasiment. Aujourd'hui, selon les responsables, seuls 12 vols sont assurés à Naraf vers l'Iran, pour acheminer cette fois des pèlerins irakiens en partance pour les villes saintes iraniennes. Les annulations de voyages des pèlerins iraniens suite aux coûts élevés pourraient avoir des conséquences dramatiques sur le secteur qui a représenté 544 500 emplois directs et indirects en 2017 et 3% du PIB, soit près de 5 milliards de dollars. Merci Inestia. Soulignons que le Qatar a promis une aide de 15 milliards de dollars à la Turquie et Macron assure Erdogan du soutien de la France. Autre chose à présent, après plus de 20 ans d'éprouvantes négociations, les responsables des 5 pays bordant la mer Caspienne ont signé au Kazakhstan une convention définissant le statut légal de cette mer. Dedi Diagnali. Les responsables de Russie, d'Iran, du Kazakhstan, d'Azerbaïdjan et du Turkménistan ont signé un accord hier dimanche sur le statut de la mer Caspienne. Les principaux points du nouvel accord concernent l'autorisation de la construction de pipelines sous-marins pour le transport pour chaque pays et l'interdiction de toute présence militaire d'un tierce sur la Caspienne. Cette convention est une sorte de constitution de la mer Caspienne. Elle est conçue pour résoudre l'ensemble des problèmes liés aux droits et aux obligations des pays riverains et sera gagnante de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité de la région dans son ensemble. Le Turkménistan, l'un des pays les plus fermés de la planète, semble être l'un des grands gagnants de ce nouvel accord. Cet État central d'Asie, riche en hydrocarbures, devrait ainsi pouvoir installer au fond de la Caspienne des pipelines sous-marins pour lui permettre d'exporter son gaz vers les marchés européens via l'Azerbaïdjan. Cependant, le nouvel accord ne devrait pas mettre fin à toutes les disputes concernant cette mer fermée. Il devrait aider à apaiser les tensions existantes de longue date dans la région qui recèle de vastes réserves d'hydrocarbures estimées à près de 50 milliards de barils de pétrole et près de 300 000 milliards mètres cubes de gaz naturel. Selon le Kremlin, l'accord préserve la plus grande partie de la mer en tant que zone commune, mais partage entre les 5 pays les fonds marins et les ressources sous-marines. Aujourd'hui a lieu un événement très important pour l'ensemble de nos États. Une convention sur le statut juridique de la mer Caspienne a été signée.
Il s'agit d'un traité international qui contient un ensemble détaillé et complet de règles et d'obligations sur l'utilisation et la préservation de notre patrimoine commun. C'est l'épilogue de plus de 20 ans d'éprouvantes négociations qui vient de se terminer avec la signature de cet accord. Tout à fait autre chose à présent. Société en Italie, des sauveteurs ont lutté cette semaine pour tenter de trouver des survivants sous les débris du viaduc autoroutier qui s'est effondré à Gênes, dans le nord de l'Italie, et qui a fait des dizaines de morts. Entre 10 et 20 personnes sont encore disparues. Les recherches se poursuivent. Reportage. L'effondrement soudain de cet ouvrage massif, appelé Pont Morandi, du nom de son concepteur, a précipité véhicules et passagers dans le vide d'une hauteur de 45 mètres. Ce pont, connu pour ses problèmes structurels, a incité plusieurs responsables politiques qui ont appelé à ce que les coupables éventuels de cette négligence soient identifiés et punis. À la tombée de la nuit, dans un amas impressionnant de tôle et béton, des centaines de pompiers fouillaient les décombres du viaduc avec l'aide de chiens à la recherche de survivants. Les 240 pompiers engagés vont se relayer toute la nuit en travaillant à la lumière des projecteurs. Le président Mattarella a appelé à un examen sérieux et sévère des causes du drame. Aucune autorité ne pourra se soustraire à un exercice de pleine responsabilité. Les familles de tant de victimes l'exigent, de même que la communauté frappée par un événement qui laissera des traces. Pour mémoire, le pont Morandi, long de 1,18 km, est un ouvrage en béton de la fin des années 1960 qui a connu, selon les experts, des problèmes structurels dès sa construction et a fait l'objet d'un coûteux entretien, en particulier lié aux fissures et à la dégradation du béton. Le viaduc de Gênes en Italie a toujours fait l'objet de doutes structurels. Cet ouvrage en béton des années 1960, truffé de problèmes structurels, comme je l'ai dit tantôt, dès sa construction, est un objet d'un douteux entretien. Suivons à propos l'analyse technique de cet expert. Avec des ponts de ce genre, le genre de choses que je chercherais si j'étais l'ingénieur enquêteur. J'essayerais de trouver des signes de corrosion qui auraient pu passer inaperçus et toute autre forme de dégradation ou de détérioration. Bien sûr, la question clé est de savoir ce qui s'est passé en premier, parce que ce sera le déclencheur qui a fait s'écrouler le pont. Nous pouvons spéculer à ce stade, mais ce serait un peu trop tôt. Ils chercheront certainement des éléments qui semblent avoir été défaillants. Je suis sûr que cet événement va déclencher un certain nombre d'examens de ponts d'un âge similaire, j'allais dire, et dactylographiés. Il n'y a pas beaucoup d'autres ponts de ce type, mais il y a des systèmes structuraux qui ont des similitudes. En Espagne, plus de 300 personnes ont été blessées, dont 9 gravement dans l'effondrement d'une plateforme lors d'un festival de musique à Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne, selon les autorités locales. Les victimes et les témoins ont raconté dans les médias espagnols la panique qui a suivi l'effondrement. Fatou Diaby, Djedi Agnali. La plateforme de bois et de béton, d'une longueur de 30 mètres et d'une largeur de 10 mètres, située au bord du port, était remplie de spectateurs regardant un concert de rap dans le cadre du festival au Marisquino, lorsqu'elle s'est soudainement effondrée dimanche peu avant minuit. Il y a un très grand nombre de blessés, d'après ce que les hôpitaux nous disent. Et tout est très provisoire en ce moment parce que les nouvelles continuent de sortir. Il y a un certain nombre qui semblent être dans des cas très sérieux. Les données provisoires sont très provisoires et il faut les prendre avec prudence. C'est ce que la police me dit. Il y a environ 4 personnes gravement blessées. La grande majorité des autres victimes sont blessées légèrement avec des contusions. Il y avait beaucoup de gens sur la promenade en bois et il y avait un craquement et soudainement nous sommes tous tombés. Nous nous sommes retrouvés entre le bois et le ciment couvrait nos têtes. Et nous avons vu que les gens essayaient de sortir, mais personne ne sortait. Et les gens criaient et à la fin, heureusement, nous sommes sortis. La police et les services d'urgence se sont mobilisés pour sortir les jeunes hommes et femmes très rapidement, a déclaré le maire de Vigo, Abel Caballero, avant d'ajouter que cela aurait pu être un accident beaucoup plus grave. Selon les témoignages recueillis par El Faro de Vigo,
La plateforme a cédé durant la première chanson du rappeur Relsby, qui avait demandé au public de sauter. Sur Twitter, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a exprimé sa solidarité aux blessés du festival, à qui il a souhaité un rétablissement rapide. Et en Syrie, l'explosion d'un dépôt d'armes a fait des dizaines de morts dans la zone résidentielle de la province d'Idlib, dans le nord du pays. Selon le dernier bilan communiqué par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 69 personnes ont déjà perdu la vie. Au moins 12 civils ont été tués et des dizaines de personnes sont portées disparues après l'explosion dimanche d'un dépôt d'armes dans une zone résidentielle de la province d'Idlib de la Syrie. Les causes de l'explosion qui ont également provoqué l'effondrement de 2 immeubles dans cette province du nord-ouest de la Syrie n'étaient pas connues dans l'immédiat, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSTH, qui s'appuie sur un vaste réseau de sources dans le pays en guerre. C'est une explosion d'origine inconnue. Les équipes de la défense civile d'Idlib et d'Alep se sont rendues sur des lieux de l'explosion et ont été surpris par le grand nombre de destructions et de victimes. Des immeubles remplis de civils ont été réduits en ruines. Les casques blancs, ces secouristes qui opèrent en zone rebelle, ont été dépêchés sur les lieux dans la localité de Sarmata, où ils tentent avec l'aide d'un bulldozer de retirer des décombres à la recherche d'éventuelles victimes. Selon le directeur de l'OSTH, le dépôt était situé dans un immeuble résidentiel de Sarmata. Il appartenait à un trafiquant d'armes travaillant pour Hayat Tahrir al-HTS, un groupe djihadiste formé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda qui contrôlait la majorité de la province. Plusieurs attentats ont visé ces derniers mois des combattants et responsables du HTS. Des combats avaient opposé les deux camps en 2017 et au début de 2018. Déclenché en 2011 par la répression de manifestations pacifiques pro-démocratiques, le conflit en Syrie s'est complexifié avec l'implication de pays étrangers et de groupes djihadistes. Sur un territoire morcelé, il y avait plus de 350 000 morts. À présent, parlons de fortes chaleurs. Celles-ci ne sont pas associées au feu d'une explosion, mais à un fort ensoleillement. L'on a enregistré cette semaine des records de température un peu partout, comme en Turquie. Reportage. J'ai décidé de marcher les 300 km parce que ça ne s'éloigne pas déjà de mes études. J'ai fait génie sanitaire, ce qui est gestion des déchets, protection de l'environnement, traitement des eaux usées. Donc j'ai choisi d'agir de l'extérieur pour protéger l'environnement à ma manière. Donc voilà, j'ai lancé une campagne où je vais marcher 300 km sur le bord de mer. Je vais essayer de nettoyer 30 plages et je vais essayer d'observer toutes les formes de pollution. Donc l'action de 300 km, c'est vraiment pas de nettoyer parce que je sais que je suis qu'une simple épingle dans un truc énorme. Mais réellement, je veux sensibiliser les gens à ce problème qui commence à se dire « Attends, mais c'est pas normal. Toutes ces bouteilles, tous ces bouchons, mais c'est pas normal. » Jusque-là, j'ai vu le large panel de la pollution. Donc, ça commence par la pollution des ménages, les personnes qui viennent en mer, ils laissent leurs déchets, ils repartent. Ça va à la pollution des organismes locaux, c'est-à-dire l'ONAS, par exemple, l'ASTEG aussi, qui sont en train soit de déverser des eaux qu'ils ont utilisées dans un processus, ça c'est l'ASTEG, dans son état brut en mer, ce qui est très polluant, ou le traitement de l'ONAS qui est incomplet. Le relationnel avec les citoyens fait varier les choses d'un extrême à un extrême. Donc on a des choses très bonnes, des personnes qui sont très actives, qui t'encouragent, qui sont là, qui viennent avec toi pour nettoyer, qui t'accueillent. Et on a des personnes qui tuent toute envie en toi. Les médecins recommandent de boire donc beaucoup d'eau et de se mettre à l'abri. Tout à fait autre chose à présent, l'empereur du Japon, Akihito, a cette semaine exprimé ses profonds remords lors de la commémoration de la capitulation du Japon en 1945. Akihito, fils de Hirohito, qui était à la tête du Japon à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, a réitéré ses regrets, insistant sur le fait que les horreurs de la guerre ne doivent plus se répéter. Edapi Djedidianyali. Devant environ 6000 personnes dans la salle du Nippo Budokan, au centre de Tokyo, l'empereur de 84 ans a déclaré éprouver de profonds remords et a souhaité que plus jamais les ravages de la guerre mondiale ne se répètent. Akihito,
fils de Hirohito, qui était à la tête du Japon à l'époque et a annoncé la capitulation de l'archipel le 15 août 1945, avait pour la première fois, en 2015, employé l'expression de profond remords. Il a réitéré encore une fois. Regardant ici notre propre passé et éprouvant de profonds remords, je souhaite sincèrement que plus jamais ne se répètent les ravages de la guerre. Son fils aîné, Naruhito, qui doit lui succéder à la fin avril prochain, en vertu d'une loi d'exception lui permettant d'accéder au trône du chrysanthème avant le décès de son père. Le Premier ministre Shinzo Abe a lui aussi pris la parole en affirmant que les horreurs de la guerre ne devaient plus se reproduire. Il a aussi ajouté qu'en se confrontant humblement à l'histoire, cette promesse serait tenue. Les horreurs de la guerre ne doivent plus jamais se reproduire. En nous confrontant humblement à l'histoire, et quelle que soit l'époque, nous continuerons à tenir fermement cette promesse. Il a adressé ce mercredi une offrande au sanctuaire controversé de Tokyo, comme il en a pris l'habitude. Ce lieu qui honore la mémoire de 2,5 millions de soldats et de personnes travaillant pour l'armée, morts pour l'Empire japonais des débuts de l'ère 1868 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, depuis 1978, sont aussi inscrits sur ces registres les noms des Japonais condamnés comme criminels de guerre par les Alliés après la reddition à laquelle a été contraint le Japon à la suite des bombardements atomiques américains, Hiroshima 6 août et Nagasaki 9 août, qui ont fait plus de 210 000 morts. Rappelons que 3,1 millions de Japonais, parmi lesquels 800 000 civils, ont péri au cours de la guerre du Pacifique, dont les pays voisins du Japon tiennent responsable l'armée impériale nippone. Et comme une commémoration peut en cacher une autre, les fidèles chrétiens catholiques ont célébré le 15 août l'Assomption de la Vierge Marie, l'élévation de la Mère de Dieu au ciel. À cette occasion, des centaines de catholiques ont célébré le 145e pèlerinage national de l'Assomption à Lourdes. Sœur Bernadette Morio, 70e miracle de l'Église, souffrant depuis 1966 d'un syndrome de la queue de cheval, obligée de se déplacer en fauteuil roulant, à partager avec des dizaines de malades le récit de sa guérison miraculeuse après une messe dans la cité mariale invitant l'assistance à ne pas désespérer. Une belle célébration riche en chants d'allégresse, mais également en louanges. À présent, Aretha Franklin n'est plus. La reine de la soul a tiré sa révérence. Le président Donald Trump a rendu hommage à la légende américaine de la soul, Aretha Franklin, saluant la voix de la chanteuse qu'il a qualifiée de grand don de Dieu. La légende américaine de la soul, Aretha Franklin, est décédée à l'âge de 76 ans. Des ballons, des fleurs et des ours en peluche sont posés à travers la ville de Détroit suite à la mort de la légende américaine de la soul, Aretha Franklin. La famille de l'artiste aurait indiqué qu'elle s'est éteinte à son domicile de Détroit des suites d'un cancer du pancréas. Immédiatement après l'annonce du décès, les réactions ont afflué, allant des artistes aux politiques, notamment le président américain Donald Trump. I want to begin today by expressing my condolences to the family of a person I knew. Je veux commencer par exprimer mes condoléances à la famille d'une personne que je connaissais bien. Elle a travaillé pour moi à de nombreuses reprises. Elle a été formidable. Aretha Franklin a apporté de la joie à des millions de vies et son extraordinaire parcours prospérera et inspirera de nombreuses générations à venir. Elle a reçu un grand don de Dieu, sa voix, et elle l'a bien utilisée. Les gens aimaient Aretha. C'était une femme spéciale et je veux transmettre mes meilleurs vœux et ma sympathie à sa famille. Auteur de plusieurs de ses grands succès, notamment Think, celle qui était aussi une pianiste hors pair aura été la première femme élue au Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon américain du rock et de la musique populaire. Ouverte aux collaborations, la reine de la soul aura enregistré avec des artistes de divers univers, classiques, pop, hip-hop et rock, capables de transporter sa voix chaleureuse, mélange de puissance et de sensibilité dans tous les univers. En plus de 60 ans de carrière, Aretha Franklin aura incarné la vague de soul qui a transformé la musique moderne et inspiré des générations d'artistes.
Avant de refermer ce journal en sport, une affaire de dopage qui défraie la chronique. Le Conseil d'État a confirmé la suspension d'un an précédemment infligée au boxeur français Tony Yoka, champion olympique des lourds, pour 3 infractions aux règles anti-dopage. Les précisions de Didier Diagnali. Dans son ordonnance, rendue quelques heures seulement après l'audience qui s'est tenue hier mardi, l'instance d'appel est allée dans le sens de la sanction contre le boxeur Tony Yoka, prononcé fin juin dernier par l'Agence française de lutte contre le dopage. Il est reconnu coupable de 3 défaillances en l'espace d'un an concernant ses obligations de localisation. Selon le juge du Conseil d'État, la légèreté du comportement de M. Yoka, qui est particulièrement informé de l'importance du contrôle antidopage, ne pouvait ignorer dès le premier avertissement les conséquences de son incurie. La poursuite de la conquête contre le boxeur de 26 ans qui affiche l'ambition de devenir le premier Français champion du monde chez les pros dans la catégorie reine des lourds semble donc plus que compromise, au moins jusqu'à fin juin 2019. Dans son plan de carrière très scénarisé, le champion olympique des lourds devait marcher inexorablement vers les sommets pour inscrire son nom dans l'histoire de la boxe, aux côtés de ses modèles Mohamed Ali ou Lennox Lewis. Sur ce, nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de A12 Télévision, la chaîne d'ici et d'ailleurs.